Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par le CARIFOREF. Faire face aux troubles psychiques en tant que professionnel EFOP, quelle posture adopter? Donc on a le plaisir d'accueillir, alors peut-être vous pouvez défiler les premières slides. Donc on a le plaisir d'accueillir Céline Fèbre-Wex et Valérie Brouard de Vif3 Bonjour. pour participer à ce webinaire aujourd'hui. Bonjour. Je vous laisse la parole. Peut-être que vous précisez que donc, ce webinaire est enregistré, que vous avez la possibilité de mettre des questions dans la fenêtre de conversation. On les prendra peut-être au cours du webinaire ou on fera des pauses dans le webinaire aussi pour y répondre. Je laisse la parole à nos deux intervenantes. Bon webinaire. On se présente peut-être. Oui. Bonjour, Céline Fèvre-Wex. Je suis une neuropsychologue des services d'appui, enfin, au sein des services d'appui à l'emploi chez Vive3. Et Valérie Brouard, bonjour à tous, psychologue au sein de Vive3 et au sein du service API, qui donc est un service d'appui et expert pour les professionnels de l'emploi, de la formation et précisément pour les personnes qui ont un trouble psychique. Alors, aujourd'hui, on va vous parler du coup, on fera un focus sur la santé mentale, ce qu'on entend par la santé mentale. Et puis après, on vous présentera le handicap psychique, les troubles psychiques, les signes, les symptômes et les retentissements fonctionnels. Je crois qu'il y avait pas mal de questions aussi sur la posture d'accompagnement, l'attitude à adopter avec des personnes en souffrance psychique. Et puis, on vous parlera des ressources pour ces personnes. Hop. La santé mentale a été désignée grande cause nationale en 2025. C'est un choix qui répond à un enjeu majeur de santé publique, puisque aujourd'hui, un Français sur quatre est confronté à un trouble mental au cours de sa vie. Donc, avec Valérie, on vous a mis quelques chiffres en ce qui concerne la santé mentale. Donc, une personne sur quatre va souffrir d'un trouble mental à un moment de sa vie, selon l'OMS. 23% des Français ont le sentiment de ne pas prendre soin de leur santé mentale, dont 36% des femmes et puis 38% des jeunes âgés de 18 à 24 ans. 70% des Français cautionnent un stéréotype de la santé mentale. Et aujourd'hui, un salarié sur quatre se dit en mauvaise santé mentale. En 2019, une personne sur huit dans le monde, donc ce qui représente quand même 970 millions de personnes qui présentent un trouble mental, sachant que les troubles anxieux et les troubles dépressifs sont les plus courants. Et en 2020, les personnes atteintes de tels troubles euh, a augmenté considérablement du fait de la pandémie Covid-19. Donc, au niveau de la définition, selon l'OMS, la santé mentale est une composante essentielle de la santé et représente bien plus que l'absence de troubles ou de handicap psychique. C'est un droit fondamental de tout être humain. Elle correspond à un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler, de contribuer à la vie de la communauté, de prendre des décisions, de nouer des relations, de bâtir le monde dans lequel nous vivons. Donc la santé mentale est donc essentielle pour le développement personnel, communautaire et socio-économique. Alors, la santé mentale, tout comme la santé physique, elle existe le long d'un continuum. Alors, ce que je vais vous présenter là, sur plusieurs slides, c'est le continuum de la santé mentale. Ce sont des outils qui ont été créés par les Québécois qui sont très avancés sur la question. Le continuum, donc, c'est un état de la santé mentale donc, qui est changeant et dynamique au cours de la vie. Il peut donc se détériorer ou s'améliorer en fonction des circonstances de la vie de la personne.
Par conséquent, les problèmes de santé mentale, on considère que s'ils sont euh, détectés et traités au plus tôt, ils peuvent être temporaires et réversibles. Alors, il existe des programmes, notamment sur Nantes, au CH de Nantes, alors c'est en train de se monter, hein, mais qui se créent pour notamment les jeunes et l'apparition de troubles de la schizophrénie, par exemple. C'est un programme qui se crée pour justement prendre en main et prendre en charge les jeunes au plus vite pour que la schizophrénie ne s'installe pas avec des symptômes du coup, qui vont perdurer dans le temps. Le continuum, donc cet outil permet de favoriser la prise de conscience aussi pour la personne de ses difficultés. Ce sont des indicateurs donc, de santé mentale euh, et ça permet la reconnaissance de signes précoces de détresse et donc de mettre en place des stratégies de gestion et de prévention. Le modèle y progresse de la façon suivante. Vous avez dans la zone verte une bonne santé mentale et un état entre guillemets normal. En zone jaune, la détresse et les troubles fonctionnels légers et réversibles. Dans la zone orange, une blessure plus importante avec des troubles plus graves et plus persistants. Et enfin, dans la zone rouge, des maladies et des troubles cliniques qui s'installent et qui nécessitent des soins médicaux plus ciblés. Les flèches donc, qui sont situées aux deux extrémités des quatre blocs de couleurs indiquent que notre état peut se déplacer dans les deux sens, ce qui signifie qu'on peut toujours retrouver une bonne santé et un état normal. Ce modèle de continuum de la santé mentale a été conçu pour donc permettre de détecter des changements précis en matière de santé dans 6 domaines différents, donc, qui sont en tout petit sur la gauche. On a l'humeur, là indiquée par le bien-être émotionnel, l'attitude et les performances, le sommeil, la santé physique, le bien-être social et puis tout ce qui est dépendance, toxicomanie, jeu, etc. Donc en fonction de l'état dans lequel on se trouve, on peut déjà, grâce à cet outil, déterminer si on est en bonne santé ou alors s'il y a des risques effectivement plus importants de décompensation. Alors, autre outil enfin, on reprend le même continuum, mais un autre outil qui permet à la personne de se situer sur le continuum de la santé mentale, donc toujours de la zone verte à la zone rouge, donc de je suis en bonne santé à je suis réactif et du coup j'ai l'apparition de quelques troubles qui vont plus ou moins s'installer et qui vont pouvoir peut-être aller vers un diagnostic, le diagnostic d'une maladie. Pour chaque zone, vous avez des signes donc, qui peuvent permettre d'évaluer là où la personne peut se situer. Donc, dans la zone appelée saine, donc le calme, alors le sommeil qui revient, l'énergie, l'activité physique, la socialisation, la consommation limitée en termes d'alcool, de jeux, alors d'argent, mais ça peut être aussi les jeux vidéo, etc. Et plus on va vers le rouge, ben, plus on a de l'irritabilité ou de la colère ou des crises d'angoisse. Voilà. Les signes peuvent être plus ou moins marqués. Et voilà, ça permet à la personne de se situer. Autre outil, alors, qui permet, c'est toujours le continuum de la santé mentale, mais sous une autre forme, qui permet de passer d'une zone d'absence de symptômes à une présence de quelques symptômes, symptômes légers, modérés à sévères, et qui permet de se situer. Et on voit apparaître là, dans la zone rouge, ou en tout cas orange foncé, une potentielle situation de handicap psychique. Si les signes, les symptômes sont très présents et du coup ont un impact fonctionnel sur justement le fonctionnement de la personne.
la santé mentale, donc, c'est un état de bien-être. La santé mentale, elle est sous influence de plusieurs facteurs, alors qui sont internes et externes. Sur les facteurs internes, on peut agir dessus, hein, c'est ce qui concerne grosso modo notre hygiène de vie, donc l'alimentation, le sommeil, les loisirs, on peut agir dessus, le lieu de vie, le travail, le développement de nos compétences psychosociales. La santé mentale, elle est aussi sous influence de facteurs externes sur lesquels, du coup, il est difficile d'agir le plus souvent. Donc, c'est le système, l'environnement dans lequel on vit, c'est l'accès aux soins et aux libertés, ce sont des difficultés financières, des conflits de famille parfois, la pression familiale ou liée au travail. C'est aussi notre patrimoine génétique sur lequel on ne peut pas interagir. Donc, vous retrouvez à droite une petite balance selon qu'on a des facteurs du coup de risque parmi les facteurs internes ou externes ou des facteurs de protection. Si on parle du travail, puisqu'on parle aussi du travail et de la santé mentale, le travail peut avoir des effets bénéfiques sur la santé. Évidemment, hein, le travail, c'est d'abord un facteur de bonne santé, c'est une promesse d'être en bonne santé, parce qu'il renforce le sentiment d'inclusion sociale, parce qu'il permet d'avoir une identité professionnelle et parce qu'il a un pouvoir sur l'estime de soi. Mais il peut aussi être à l'origine de problèmes de santé mentale. On en voit, hein, le burn-out, par exemple, est désormais reconnu comme un risque réel lorsque les conditions de travail génèrent de trop fortes tensions émotionnelles, par exemple, et aussi parce qu'il a connu le travail de profondes transformations dernièrement, dans les dernières années, à part l'intensification des rythmes de travail, la précarisation dont les personnes qui ont un trouble psychique souffrent le plus d'ailleurs, l'automatisation du travail, la dématérialisation du travail également mettent en difficulté nous tous et notre santé mentale avec. Et ça peut donc avoir des effets néfastes sur notre santé. On a parlé de la santé mentale. Alors là, on va passer de la souffrance psychique au handicap psychique. La souffrance psychique, c'est d'abord un ressenti. Donc, c'est une douleur qui est ressentie, qui peut être perceptible par l'entourage, mais pas forcément. Donc, on est un peu là dans le continuum également. Euh, de la souffrance psychique, si elle n'est pas prise en compte, on peut développer donc des troubles psychiques. Donc là, c'est une souffrance qui s'installe avec des signes qui sont récurrents. Voilà, on va parler de récurrence. Donc, on a des répercussions là qui peuvent être visibles. Euh, une fois qu'on a passé cette étape, qu'on n'est pas pris en charge, peut s'installer la maladie psychique. Donc là, on a un ancrage des troubles. Et souvent, on est dans une phase de diagnostic de la maladie. La maladie, elle prend place dans la vie de la personne et elle impacte son fonctionnement. Et ensuite arrive effectivement le handicap lorsque la maladie psychique est installée et que le trouble psychique ou la maladie a une répercussion fonctionnelle dans la vie de la personne. Et bien là, on peut parler de handicap psychique. Et on va voir que le handicap psychique, c'est la rencontre entre un trouble et une situation à vivre. Alors, est-ce qu'on a des questions déjà sur la première partie? On peut regarder peut-être. Non, je vois pas de questions dans le chat pour l'instant, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à les formuler dans la conversation. Donc, on va continuer sur la notion de handicap psychique. Rapidement, donc, de quoi parle-t-on quand on parle de handicap psychique? Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est la conséquence de troubles psychiques limitant l'activité et la participation sociale et professionnelle.
Le handicap psychique peut être associé aussi à des troubles cognitifs chez les personnes porteuses d'un trouble psychique, mais ça n'implique pas une déficience intellectuelle. En 2005, donc on a la loi qui introduit, qui met l'accent en tout cas sur l'égalité des droits pour tous, et cette loi a ouvert la voie à de nombreuses améliorations, et notamment pour les personnes qui sont atteintes de maladies psychiques, puisque c'est la première loi qui introduit l'idée que si on est porteur d'un trouble psychique, eh bien, il peut enfin être reconnu. Avant cela, le handicap psychique n'existait pas. Donc, c'était quand même hier, c'est assez récent, même si la loi a 20 ans, c'est tout à fait récemment que le handicap psychique est reconnu et qu'il est pris en compte euh, dans les situations de handicap. Les personnes qui ont un trouble psychique représentent à peu près 13% des personnes avec une RQTH. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes qui ont un trouble n'ont pas nécessairement fait cette démarche médico-administrative. Donc c'est ce vers quoi aussi on peut amener, enfin peut-être vous aussi, amener les personnes à prendre conscience de leurs difficultés. Le CREPSI donne une définition du handicap psychique parce qu'il faut savoir que nationalement, ça n'existe pas. Le CREPSI donne la définition suivante. Le handicap n'est pas un état des capacités de la personne, mais une situation. Et la situation de handicap d'origine psychique se définit par l'ensemble des restrictions de participation dans tous les domaines de la vie citoyenne liées à une pathologie psychique. Elle se constate notamment dans les champs de la vie quotidienne, relationnelle, sociale et professionnelle. Donc, comme je vous l'ai dit, le handicap psychique, c'est la rencontre entre un trouble et une situation à vivre. Et du coup, l'environnement prend une place importante dans le handicap psychique puisqu'il est pris en compte et on considère qu'il peut aussi être à l'origine d'une situation de handicap. On a une question. Deux questions, Valérie. Comment et où, par qui, faire reconnaître le handicap psychique? Alors, le handicap psychique peut être reconnu par la MDA, par le biais d'une RQTH, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc, c'est une démarche médico-administrative qui peut être faite, bien sûr, uniquement par la personne concernée. Parfois sur les conseils d'un médecin du travail ou d'un médecin généraliste ou d'un médecin psychiatre. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Est-ce que tu as des éléments encore Non. Souvent, il y a consultation chez le psychiatre, effectivement, qui permet de faire cette demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Que signifie CREPSI? Alors, le CREPSI, c'est le centre de ressources. On vous a mis la ressource, je crois, à la fin. Centre de ressources sur tout ce qui concerne les troubles psychiques, les maladies mentales. C'est une instance qui est sur Angers et qui a un site très intéressant que vous pouvez tous consulter, qui propose, mais ça on en reparlera après, mais c'est vrai qu'il propose des outils, des rencontres, qu'est-ce que j'oublie, plein d'informations en fait sur le trouble psychique, les maladies mentales, en lien avec le travail ou pas. Je crois que c'est récemment ou c'est bientôt, c'est bientôt une journée sur, non, c'était la semaine dernière, pardon, sur par exemple le sens au travail et le sens du travail. Voilà. Il y a plein de manifestations, des petits déj, voilà, plein de choses que vous pouvez trouver sur leur site. Et Claire vous a mis le lien du site internet du Voilà, très CREPSI bien. où il y a effectivement un annuaire avec tous les services dédiés à la santé mentale. J'ai vu qu'il y avait une question sur le TDAH Et le syndrome d'Asperger. et le syndrome d'Asperger, justement, ce qui me permet d'enchaîner. On va répondre à ces questions dans les slides suivantes. Donc souvent, il y a une confusion en fait entre le handicap mental et la santé mentale. Donc la santé mentale, comme Valérie l'a présenté, elle concerne le handicap d'origine psychique et le handicap mental est la conséquence d'une déficience intellectuelle
aujourd'hui appelés troubles du développement intellectuel, qui fait partie, ce TDI, le trouble du développement intellectuel, des TND, des troubles du neurodéveloppement. Et ces troubles du neurodéveloppement incluent justement le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, et le trouble du spectre de l'autisme. Donc, plus précisément, on vous a fait un tableau là qui vous permet d'avoir des éléments sur les spécificités de chaque handicap. Le handicap mental, donc il apparaît à la naissance. C'est une déficience durable et plutôt stable dans le temps. Et les soins médicaux sont peu fréquents. Donc le handicap mental renvoie au trouble du développement intellectuel, à la déficience intellectuelle. Le handicap psychique, lui, apparaît le plus souvent à l'adolescence ou à l'âge adulte, et puis les capacités intellectuelles sont mieux préservées que dans le handicap mental ou dans le handicap cognitif, mais il peut tout de même avoir des troubles cognitifs possibles, notamment des troubles de concentration, des difficultés de mémoire de travail, par exemple, pour réaliser deux tâches à la fois. On le verra tout à l'heure, hein, les répercussions fonctionnelles du handicap psychique. Au sein du handicap psychique, les soins médicaux, ils sont très souvent indispensables et puis l'évolution, elle est fréquente. Il y a une variabilité des troubles. Au niveau du handicap cognitif, le handicap cognitif, il peut apparaître à tout moment de la vie, à la naissance, pendant l'enfance, à l'âge adulte ou à l'âge avancé, ce qui peut être le cas, par exemple, des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Les troubles sont hétérogènes, c'est-à-dire qu'il y a des capacités qui sont préservées chez un même individu et puis d'autres capacités cognitives qui vont être déficitaires. Les soins sont souvent en phase aiguë, on parle de rééducation. Par exemple, après un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral, on va avoir une période de rééducation intensive en phase aiguë, puisque c'est là où la personne est susceptible de récupérer au mieux, puisqu'il y a une phase de récupération. Et puis, l'évolution, elle est variable. Il peut avoir une stabilité des troubles, une amélioration, voire une dégradation. Est-ce que vous avez des questions? Donc, le TDAH et le syndrome d'Asperger, alors on ne parle plus trop de syndrome d'Asperger maintenant, on parle du trouble du spectre de l'autisme, en fait, font partie des TND, des troubles du neurodéveloppement, et plus largement du handicap cognitif et non du handicap psychique. On ne vous l'a pas dit en présentation, mais moi, je suis responsable des services d'appui à l'emploi chez Vive3. Donc, on a 4 services. On a le service expert handicap psychique, dont Valérie parlait en début d'introduction. Et on a l'UCO. Et ces services accompagnent des personnes qui sont en recherche d'emploi ou en emploi. Et la porte d'entrée, c'est la typologie de handicap. Donc, c'est un marché, c'est les appuis spécifiques. Et donc, si vous avez une personne qui a un TDAH, ce n'est pas le service handicap psychique qu'on va mobiliser, mais bien le service handicap cognitif. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, on continue sur ce qui caractérise le handicap psychique. Donc, parmi les caractéristiques majeures du handicap psychique, eh bien, et qui vont influencer donc, son évaluation et les compensations possibles, on a 4 points. Première chose, le handicap psychique est sensible au contexte. Je vais y revenir tout à l'heure, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les techniques de compensation induisent la prise en compte des besoins dans un environnement donné. C'est ce qu'introduit la loi de 2005 et ce qui a été également adopté par l'OMS, mais j'y reviens après. Mais c'est une chose qui est extrêmement importante. Deuxième caractéristique, il est invisible. Il est invisible, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il est toujours présent.
C'est-à-dire qu'une personne qui a un trouble psychique euh, ne va pas en guérir. On ne parle pas de guérison dans le trouble psychique, on parle de rétablissement. Mais le trouble est toujours là. Alors, il se manifeste plus ou moins, mais en tout cas, il sera toujours présent. Et il va être très labile, il va passer peut-être d'alternance entre des phases de décompensation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la rechute. La décompensation, ça veut dire un changement d'état. Et il va alterner aussi avec des phases de rétablissement, justement, voilà, phase dans laquelle la personne, elle est à même de mener sa vie comme tout un chacun. Autre caractéristique, il est variable et imprévisible. Donc, ce que je viens de vous dire, en fait, il alterne entre des phases et puis il est durable et évolutif. Il sera toujours là, mais voilà, la personne peut se rétablir. C'est ce qu'on appelle le processus de rétablissement. On verra que le rétablissement, ce n'est pas qu'un processus, c'est aussi, justement, on parlera de la posture tout à l'heure. Sur la sensibilité au contexte, juste un petit focus sur la classification internationale du fonctionnement de la santé et du handicap, donc la CIF, introduite en 2001 par l'OMS, qui introduit le fait que on va procéder par une approche fonctionnelle du handicap, c'est-à-dire qu'on prend en compte les facteurs sociaux, environnementaux de la personne pour évaluer le handicap. On considère dès lors que l'environnement est une source potentielle de handicap. C'est ce qu'introduit aussi le modèle PPH. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle processus de production du handicap, qui est encore un modèle québécois, qui place non plus la responsabilité sur la personne et non plus l'action centrée sur la personne, mais qui introduit l'idée que le handicap est un état qui peut être modifié grâce à la réduction des déficiences. Et pour réduire les déficiences, eh bien, ça peut être par les traitements, bien sûr, donc une action centrée sur la personne, mais pas que. On peut aussi agir sur l'adaptation de l'environnement. Donc, il introduit bien l'idée qu'on peut produire du handicap, c'est-à-dire que si l'environnement agit sur la personne, c'est qu'il introduit, il favorise l'introduction d'un handicap. Donc, on passe vraiment d'une action autrefois centrée sur uniquement la personne à une action qui concerne l'environnement. Et quand je parle d'environnement, là, je parle d'environnement de travail ou de formation. Pour ce qui nous concerne, la terminologie change. C'est pour ça qu'on ne parle plus de personnes handicapées, mais en situation de handicap. Alors, je vais vous donner un exemple. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà participé à des sensibilisations qu'on a déjà faites sur le handicap psychique. Ça va peut-être être redondant pour certaines personnes d'entre vous, mais je donne toujours l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée pour illustrer ce propos de sensibilité au contexte. Il s'agit d'une personne que j'ai accompagnée dans le cadre du maintien à l'emploi, une personne qui travaille dans un très grand établissement d'enseignement supérieur et qui occupe le poste de comptable à son arrivée, donc il y a une vingtaine d'années. Et puis, petit à petit, les années passant, sa santé s'est dégradée, sa santé mentale s'est dégradée. Et puis, 20 ans après, donc, on fait appel au service API donc, pour regarder d'un peu plus près qu'est-ce qui se passe pour cette personne parce que alors, la demande de l'employeur, c'était, voilà, on ne comprend pas trop cette dame depuis quelque temps, on ne sait pas si elle est là au travail, elle ne pointe plus. On est inquiet pour elle, on est inquiet pour la sécurité, pour sa sécurité, et puis pour la nôtre, c'est-à-dire que ça engage aussi la responsabilité de l'établissement, le fait qu'on ne sache pas trop si la personne vient travailler ou pas. Voilà. Quand j'interviens, du coup, je découvre que son poste a été adapté avant que j'intervienne, c'est-à-dire que cette personne qui avait été comptable pendant des années ne l'était plus parce que plus en capacité d'occuper ce poste-là. Et l'aménagement qui avait été mis en place au fil du temps, ça a été de lui attribuer en fait l'activité de correction des enseignants-chercheurs, enfin des articles que pouvaient écrire les enseignants-chercheurs. Alors, on lui a reconnu une qualité de travail très grande. En fait, l'employeur était très satisfait du travail
réalisé par cette personne. Mais en revanche, comme je vous disais, il y avait une plainte du côté de l'employeur. Voilà, on ne sait pas quand elle est là, quand elle n'est pas là. Bon, il s'avère que quand j'interviens, je découvre un peu les conditions dans lesquelles travaille cette personne. Comme le collectif de travail ne la supportait plus beaucoup et qu'elle-même s'isolait énormément, elle avait été installée dans un bureau absolument très éloigné de son ancien bureau et donc de ses collaborateurs, donc très isolée. Donc forcément, plus de vue sur cette personne. Et puis, j'essaie de comprendre pourquoi cette personne ne pointe pas. Parce qu'il y a une pointeuse, tout le monde pointe, la RH me montre, voilà, il y a un tableau, quand les gens pointent, on voit à quelle heure la personne arrive, à quelle heure elle part. OK. Et puis, oui, on voit bien que cette personne, en l'occurrence, parfois pointe, parfois ne pointe pas. Donc, j'essaie de comprendre la situation et en fait, je m'aperçois que la pointeuse, elle est située dans un hall. Alors, ce que je ne vous ai pas dit du trouble de la personne, quand même, qui est très important, c'est que cette personne, elle a un trouble de phobie sociale. Bon, je pense qu'il y avait d'autres choses derrière, mais en tout cas, il y a une très grande phobie des autres. C'est une dame qui rasait les murs, enfin, qui vraiment était très, très en difficulté dans les interactions sociales, mais même sans avoir à approcher les personnes ou à leur parler. Euh, voilà, c'était très compliqué pour elle d'être parmi d'autres. Moi, quand je l'ai rencontrée, elle était assez mutique. Il y avait quand même un fort retrait social. Et donc, la pointeuse, elle est située dans un hall où, aux heures de pointe de madame, c'est-à-dire elle arrive le matin, elle repart le soir, et ben surtout le matin, il y avait forcément dans ce hall plein d'étudiants, plein de personnes en fait qui passaient et qui même étaient là près des machines à café. Bon, il s'avère que la pointeuse en fait mettait en difficulté cette personne. Donc là, on voit bien que oui, cette personne avait un trouble psychique majeur, très installé, mais que l'environnement l'empêchait en fait de faire correctement ce qu'on lui demandait de faire, c'est-à-dire pointer le matin et pointer le soir. Et ce qui a été imaginé pour cette personne, ça a été qu'elle puisse pointer de son PC et puis également qu'elle puisse être rapprochée de personnes pour... bon, elle s'isolait déjà d'elle-même, donc son bureau a été changé de place. Et alors, elle n'a pas réintégré l'équipe dans laquelle elle travaillait au tout démarrage, au tout début, mais son bureau a été placé près du service de santé, justement, qui était extrêmement bienveillant et qui pouvait aller juste la saluer le matin et puis voilà, regarder si elle était bien là au travail le matin, si elle repartait bien à l'heure le soir, parce que c'était une personne qui n'avait du coup plus aucun cadre. Donc voilà juste un exemple pour illustrer mon propos de processus de production du handicap par l'environnement de travail et par le contexte. Avant de continuer sur les troubles psychiques, est-ce que vous avez des questions sur le handicap? Pas de questions. Pas de questions. On continue. Alors, les questions, vous pourrez les poser après, on aura un temps d'échange, quoi qu'il en soit. Alors, les troubles psychiques, il y avait pas mal de demandes sur les troubles psychiques. Je vais vous en parler un peu. L'objectif, c'est pas de faire un état nosographique parce que voilà, ça n'aurait pas grand intérêt, mais je vais quand même essayer de vous donner quelques points de lecture. Alors, première chose en introduction, il faut savoir que les troubles psychiques, donc Céline vous a dit, hein, la santé mentale en France, là, c'est vraiment la grande cause nationale en 2025. Oui, c'est pas étonnant, les chiffres de la sécurité sociale sont assez alarmants. Les troubles psychiques sont la première cause d'arrêt longue maladie, d'arrêt de travail longue maladie, longue durée, et la première cause d'invalidité. Donc forcément, c'est un enjeu majeur, alors financier, mais aussi parce que statistiquement, hein, on l'a entendu en introduction, on est tous potentiellement, on a tous une santé mentale, il ne faut pas l'oublier, et potentiellement, on peut tous avoir rencontrer dans un moment de notre vie plus de vulnérabilité et un potentiel trouble psychique. Deuxième donnée, c'est qu'une période de chômage longue constitue un risque majeur de dégradation de notre état de santé mentale. Et forcément, on rencontre tous des personnes qui sont en rupture de parcours ou au travail.
Voilà. Et puis, les personnes qui vivent avec des troubles psychiques ont 2 à 3 fois plus de risques d'être au chômage que des personnes en bonne santé mentale. Donc, elles sont très vulnérables sur le marché du travail. Et c'est pour ça que ce n'est pas si simple de les accompagner parce que les troubles psychiques peuvent être parfois très envahissants. Alors, les principaux troubles psychiques, on va regarder, voilà, je vais vous présenter les troubles, mais très rapidement, les principaux troubles qui désignent donc les troubles mentaux ou psychiatriques, c'est-à-dire des états psychologiques qui sont temporaires ou permanents, plus ou moins sévères, et qui peuvent entraîner de la gêne, de la souffrance, une perte parfois des capacités ou des problèmes comportementaux dans la vie quotidienne. Alors, les principaux troubles sont les troubles anxieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière les troubles anxieux? On a les phobies, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, et le trouble anxieux généralisé. Alors, je vous donnerai tout à l'heure quelques symptômes qui représentent ces troubles. Dans les troubles de l'humeur, on va avoir les bipolarités, les troubles dépressifs majeurs. Dans les troubles psychotiques, on va avoir majoritairement les schizophrénies. Alors, je dis bien les schizophrénies. J'ai dit les bipolarités parce que il existe plusieurs troubles schizophréniques, mais c'est surtout que d'une personne à une autre, on n'a jamais les mêmes manifestations. Donc, on parle toujours on parle toujours au pluriel, en fait, en fonction de la pluralité des personnes et des expressions, des manifestations. On voit de plus en plus apparaître le trouble de stress post-traumatique, mais je ne ferai pas un focus dessus parce que, alors on en voit, mais c'est quand même pas majoritairement les personnes qu'on rencontre. Mais dans les contextes de guerre, de trauma, d'accident de la vie, on peut retrouver ce trouble de stress post-traumatique. On va avoir dans les troubles de la personnalité, alors attention à ne pas confondre avec le TDI qui a été évoqué tout à l'heure, le trouble du développement intellectuel. Là, on va parler dans les troubles psychiques du trouble dissociatif de l'identité. Et dans les troubles de la personnalité, on a aussi le trouble borderline. Et enfin, dans les troubles du comportement, on va avoir les troubles alimentaires, les addictions, alors avec ou sans substance, les addictions au jeu, les addictions au sexe, les addictions au travail aussi. C'est aussi une forme de pathologie qui peut mener au burn-out. Alors, sur les signes et les symptômes, alors petite slide, on va avoir différents signes qui peuvent vous alerter quand vous repérez chez une personne de la somnolence ou une difficulté à effectuer son travail. L'absentéisme est aussi un signe, ou la difficulté à arriver à l'heure. Sur la difficulté à arriver à l'heure, j'ai un exemple très concret d'une personne qui avait des TOC très, très envahissants et qui, alors, n'était pas en retard. C'était une situation aussi chez un employeur qui me disait, en fait, elle est tout le temps en retard. Et jamais, à aucun moment, elle n'était en retard, la personne. Elle arrivait bien à l'heure au travail, mais elle attendait sur le parking et elle attendait dans sa voiture parce que elle avait besoin de mettre en place des rituels pour pouvoir sortir de sa voiture et pour pouvoir se rendre au travail. En fait, derrière ça, il faut vraiment creuser, qu'est-ce qui fait que la personne n'arrive pas à l'heure? Est-ce que c'est vraiment parce qu'elle est nonchalante et puis qu'elle n'a pas envie d'aller au travail? C'est une question de motivation purement. Ou alors est-ce qu'il n'y a pas un trouble derrière? La personne est là, mais elle n'arrive pas à arriver à l'heure à son poste. Il peut y avoir de la lenteur d'exécution, c'est souvent un signe. Des difficultés. Alors tout à l'heure, Céline vous a présenté le fait que dans les maladies psychiatriques, on a souvent, et pour pas dire toujours, une répercussion cognitive. Donc on peut repérer le trouble psychique par des difficultés à se concentrer ou des difficultés à mémoriser ou des difficultés à s'organiser également.
On peut aussi repérer un trouble psychique par un comportement qu'on va juger bizarre, ce qu'on appelle les bizarreries. Euh, voilà, quelqu'un qui va avoir un comportement qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou des propos qui nous paraissent pas adaptés, en tout cas un peu délirants. De l'agitation, ça peut aussi être un signe, mais attention, on a l'agitation aussi dans le TDAH, donc c'est pour ça que je vous présente un peu les signes et les symptômes, mais en aucun cas ça ne va, vous allez pouvoir vous dire, bah voilà, il y a un trouble psychique, ou alors c'est peut-être autre chose. On n'est pas là pour poser des diagnostics, on est là pour accueillir et pouvoir orienter la personne. Alors, une personne peut avoir des hallucinations. Là, il n'y a pas de doute par contre, hein. Elles peuvent être visuelles, auditives, mais pas que. Elles peuvent être aussi kinesthésiques, c'est-à-dire la personne peut avoir des sensations corporelles. Et puis, les problèmes d'hygiène peuvent aussi parfois être le signe d'une pathologie psychique. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a souvent une difficulté à prendre soin de soi. Et puis, enfin, un signe, bah, c'est une personne hein, qui visiblement est en souffrance, qui s'isole, qui pleure beaucoup. C'est quand même un signe là qu'il y a quelque chose qui se trame derrière. Donc, les fonctions affectées, en fait, dans les troubles psychiques, ben, ça va être les émotions. On va repérer de l'anxiété, de la dépression, de l'irritabilité parfois. Ça peut être une autre fonction altérée, la perception de la réalité, donc des délires, des hallucinations. Les relations sociales, elles sont souvent affectées. Donc, une difficulté à établir ou entretenir des liens, ça peut être un signe. Et puis, comme je le disais, les fonctions exécutives ou la neurocognition, donc la difficulté à planifier, à s'organiser ou à se concentrer, c'est également un signe. Alors, il y a une question. Oui, je vais la lire. J'ai un apprenti qui est en situation de handicap, mais son handicap n'est pas encore déclaré à la MDPH. Souci familial, il ne sera déposé qu'au moment de la majorité du jeune. En attendant, il aurait besoin d'une adaptation de poste, TDA, trouble mnésique, hyperfatigabilité. Est-ce qu'un certificat du psychiatre pourrait permettre une adaptation du poste, une diminution du temps de travail? Il est actuellement au bord du burn-out. Je ne sais pas qui c'est, Françoise Herriot. Je ne sais pas où vous êtes située, dans quel, enfin, si vous êtes référente handicap d'un centre, d'un CFA, ou si vous faites partie du réseau pour l'emploi. En tout cas, si vous voulez un accompagnement et des aménagements de poste, effectivement, sans la RQTH, ah oui, en UFA dans le 44. En fait, vous pouvez mobiliser des appuis spécifiques pour évaluer les répercussions fonctionnelles. Vous parlez de troubles de mémoire, de troubles de concentration. Donc, on peut évaluer les troubles cognitifs, identifier les moyens de compensation, mais la porte d'entrée, c'est effectivement la RQTH. Sachant que vous pouvez faire une demande d'appui spécifique au moment où vous déposez le dossier auprès de la MDPH. Après, là, s'il n'y a pas de RQTH, je ne vois pas comment aménager en centre de formation ou chez l'employeur. C'est vraiment la porte d'entrée. A-t-on un rôle, nous, formatrices, formateurs, de repérage, dépistage de troubles psychiques au même titre que les enseignantes auprès des scolaires? Merci. Valérie, tu souhaites répondre? Alors, je ne connais pas le rôle des enseignants scolaires forcément. Maintenant, si la personne, vous voyez une récurrence dans les gènes, ce qu'on a cité tout à l'heure, les signes, et peut-être en reprenant le continuum de la santé mentale, si la personne est ouverte à échanger avec vous, moi je dirais que c'est pas que vous avez un rôle, mais en tout cas, la porte est ouverte pour en échanger, oui, pour moi. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais vous pouvez être une porte d'entrée, bien sûr, hein, sans forcing. Enfin, tout dépend de là où on est, en fait, la personne que vous accompagnez. Euh,
Ça peut être délicat si la personne elle est dans le déni, par exemple. Ça, c'est des situations qui sont extrêmement complexes. Après, si la personne a des signes récurrents, ben, vous pouvez, oui, essayer peut-être en mentionnant, tiens, ben, ça fait plusieurs fois que je repère, ça fait plusieurs fois que j'entends ça m'interroge. Voilà. En reprenant peut-être les propos de la personne, oui, vous pouvez être un rôle important, bien sûr, pour détecter puis pouvoir orienter la personne, hein, il me semble. Mm. Même question pour en tant qu'employeur encadrant, eh bien, même réponse. Je pense que si le handicap psychique a des répercussions sur la formation, vous parliez de CFA tout à l'heure, ou en entreprise, on a tout intérêt à échanger, voire conseiller le salarié ou l'apprenti. Le médecin du travail peut être également sollicité dans ce cadre-là. Donc, on a une question sur une personne diagnostiquée Asperger par un psy. Elle doit passer un test pour que cela soit confirmé. Où peut-elle passer ce test assez rapidement? Alors, le syndrome d'Asperger, on parle de troubles du spectre de l'autisme, donc on n'est pas dans le handicap psychique, mais plutôt dans les TND, troubles du neurodéveloppement, qui rejoint le handicap cognitif. Il faut savoir que pour avoir un diagnostic de TSA, ça peut être très long. Le mieux, c'est de se rapprocher d'un psychiatre, au moins, et le psychiatre peut poser le diagnostic. Si c'est un diagnostic qui est trop complexe, il peut orienter vers le CRA, mais le CRA, il y a une liste d'attente très importante. Et si vous voulez le CRA, Centre de ressources autisme, et si vous voulez des contacts, vous pouvez contacter le DAC 44 qui a sûrement des contacts. Mais effectivement, les rendez-vous sont très longs. Il y avait d'autres questions. Il y avait une autre question. Ouais. Alors, ensemble. Celle-là. Ouais. La dangerosité d'un trouble psychique. S'il n'est pas considéré responsable, il refuse de communiquer des infos de cet ordre. Alors, comment? Ah mince. Excusez-moi, la question est très longue. Alors, hop. Mais en même temps, ensuite, on peut difficilement anticiper, adapter notre environnement et modalités d'accueil de formation. Comment faire? Alors déjà, ouais. Qu'est-ce que vous entendez par dangerosité d'un trouble psychique? Bon, on va peut-être Ouais. passer et puis la personne pourra reposer la question ultérieurement. Alors, les signes et les symptômes, donc de quelques... On va reprendre... En fait, il y a 3 catégories de troubles qui sont les plus présentes quand même, qu'on rencontre le plus souvent, qui sont les troubles anxieux, les troubles de l'humeur et les troubles psychotiques. Je vais juste vous donner quelques signes de chacun des troubles. Mais je m'arrêterai là. Alors pourquoi? J'explique un peu parce que effectivement, voilà, il ne s'agit pas de tout maîtriser dans les troubles psychiques parce que voilà, on n'est pas dans le domaine de la santé, on n'est pas là pour poser des diagnostics et que mettre une étiquette, c'est se centrer sur la maladie. Et c'est dommageable pour la personne parce que du coup, on va se centrer uniquement sur sa maladie et plus sur ce qui la représente en dehors de sa maladie. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est Boris Cyrulnik. Mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que pour nous, se centrer sur les signes et les symptômes, eh ben, ça ne dit rien du handicap et des difficultés que la personne peut rencontrer, soit dans sa formation, soit dans son emploi ou dans sa recherche d'emploi. Et puis, le deuxième bémol aussi à présenter, enfin à tout connaître sur la symptomatologie, c'est que un même trouble psychique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aura des formes diverses et variées, des formes d'expression diverses en fonction des personnes et en fonction des situations vécues. Donc en fait, on peut tout à fait se tromper et ça ne dira pas grand-chose. Alors, sur les symptômes, donc sur les manifestations des troubles anxieux, par exemple,
eh bien, voilà les symptômes des troubles anxieux. Alors, je ne fais pas le distinguo entre ce que je vous ai présenté, mais en tout cas, les signes, ça peut être une agitation des pensées, par exemple, ou des pensées obsédantes, une baisse de la concentration qu'on va retrouver dans la majeure partie des troubles psychiques, comme les troubles de la mémoire. Ça peut être une incapacité à décider, par exemple, une confusion, des peurs irrationnelles et excessives, une irritabilité, une impatience, de la colère, de la nervosité, de l'évitement de certaines situations, de la détresse lors de situations sociales, une altération du sommeil. Ça peut aussi, un symptôme peut être aussi une augmentation de la consommation d'alcool ou d'autres substances, une fatigabilité qu'on retrouve dans la majorité des troubles psychiques, une accélération du rythme cardiaque. Il peut aussi y avoir des manifestations somatiques, comme une respiration rapide, des vertiges, des maux de tête, des douleurs d'estomac, euh, des maux de dos, la bouche sèche, etc. Bon, je ne vous fais pas la liste exhaustive parce que ça n'aurait pas grand intérêt, mais en tout cas, ça, c'est les principales manifestations des troubles anxieux. Sur les troubles de l'humeur, les manifestations, eh bien, c'est souvent une perte d'énergie, une fatigue, une perte de plaisir et d'intérêt, une perte de l'estime de soi, un sentiment de culpabilité injustifié, parfois des idées suicidaires ou des pensées morbides, une difficulté à se concentrer, à prendre des décisions, un ralentissement moteur ou une agitation psychomotrice, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit. Et puis, en ce qui concerne les troubles psychotiques, les manifestations les plus présentes, alors il peut y avoir de la dépression, une anxiété, de l'irritabilité, de la méfiance, une hypersensibilité également, ou une apathie, un manque d'allant, des comportements qui ne sont pas adaptés, entre guillemets, c'est-à-dire qui nous paraissent bizarres, des difficultés à se concentrer, un sentiment d'étrangeté vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres, ou du monde extérieur, et des expériences perceptives qui sont inhabituelles. Donc ça se passe au niveau du corps, mais en tout cas, ce sont des choses qui peuvent traduire un trouble psychique. Le retrait social, la baisse de la capacité aussi à remplir un rôle social. Voilà pour les signes et les symptômes. Il y a des questions visiblement ou des manifestations. Pas de questions visiblement sur cette partie, non. Ok, on Ok, continue du coup. on continue. Alors, les troubles de la santé mentale peuvent avoir des répercussions fonctionnelles importantes sur différents aspects de la vie quotidienne. On va vous présenter les principales conséquences, répercussions, sachant que nous, dans nos accompagnements, comme l'a dit Valérie tout à l'heure, on ne va pas forcément chercher un nom de pathologie, un diagnostic, mais surtout les retentissements de ces troubles psychiques. Et ces troubles psychiques, ils peuvent avoir un impact sur le travail ou sur les études avec une diminution de la productivité, hein, la concentration, la motivation, l'énergie nécessaire pour accomplir les tâches peuvent être réduites chez les personnes avec troubles psychiques, ce qui va entraîner une baisse de la performance au travail ou à l'école. Il peut y avoir aussi des absences, des retards. Les symptômes comme la fatigue extrême ou les crises d'anxiété peuvent rendre difficile l'engagement ou l'assiduité dans les activités professionnelles ou à l'école. On peut observer aussi des difficultés relationnelles au travail. Les troubles peuvent aussi entraîner des difficultés de communication avec les collègues ou les supérieurs, ce qui génère un climat de tension. Au niveau des retentissements fonctionnels, on peut aussi avoir des problèmes relationnels et sociaux avec notamment un isolement social. Les personnes qui présentent des troubles mentaux, notamment de dépression, peuvent éprouver un sentiment d'isolement, avoir du mal à entretenir des relations amicales ou familiales. Il peut avoir des difficultés de communication. L'anxiété sociale, par exemple, peut rendre les interactions sociales difficiles.
et puis conduire à des malentendus ou des évitements des situations sociales. Ces personnes peuvent rencontrer aussi des conflits familiaux. Les troubles mentaux peuvent entraîner des tensions au sein du cercle familial avec des parents, des partenaires ou avec des enfants qui peuvent avoir du mal à comprendre ou à accepter la situation. Les personnes peuvent avoir aussi des problèmes émotionnels et psychologiques avec notamment une baisse de l'estime de soi. Les troubles de santé mentale peuvent provoquer une perception négative de soi, ce qui peut entraîner une perte de confiance en soi. L'anxiété, le stress sont des symptômes qui peuvent être marqués par un sentiment constant d'anxiété, de peur, de nervosité, ce qui peut rendre difficile de se détendre ou de profiter de la vie. Et puis, ce que les personnes rapportent aussi, c'est des changements d'humeur avec des fluctuations d'humeur importantes, qui sont d'ailleurs typiques des troubles bipolaires ou de la dépression, et qui peuvent affecter la capacité à gérer des situations quotidiennes. Ce que l'on rencontre aussi chez les personnes avec troubles psychiques, ce sont des problèmes physiques et des symptômes physiques qui peuvent se manifester comme des douleurs chroniques, des troubles du sommeil, des problèmes digestifs ou des troubles alimentaires. Il y a aussi souvent des troubles du sommeil avec des insomnies ou au contraire l'hypersomnie qui est courante et qui affecte la qualité de vie et qui va venir exacerber les autres symptômes. Et puis, il peut avoir aussi des réactions biologiques. Certains de ces troubles peuvent altérer des mécanismes biologiques du corps, comme la production d'hormones, par exemple le cortisol en cas de stress, et qui vient affecter un état de bien-être général. On peut rencontrer aussi chez ces personnes des comportements à risque, des comportements des comportements autodestructeurs, comme les troubles de l'alimentation ou la dépendance, qui peuvent entraîner des comportements à risque et affecter la santé physique et mentale. Des comportements impulsifs, dans certains cas, des troubles comme le trouble de la personnalité borderline ou le trouble bipolaire peuvent entraîner des décisions un petit peu impulsives qui ont des répercussions sur la vie personnelle, sociale et professionnelle de la personne. Il y a également des répercussions sur la gestion de la vie quotidienne, notamment les difficultés organisationnelles rendent la gestion des tâches quotidiennes comme le ménage, les finances, les courses difficiles pour une personne en raison de sa fatigue, du manque de motivation ou encore de la difficulté à organiser son emploi du temps. Il y a des répercussions à long terme. On a parlé tout à l'heure de la stigmatisation. Les troubles de santé mentale sont souvent associés à des stéréotypes et à la stigmatisation, ce qui peut limiter les opportunités professionnelles et personnelles. Il y a un caractère aussi chronique. Certains troubles deviennent chroniques et affectent la personne sur du long terme avec des périodes de rémission alternant avec des épisodes plus graves. Donc, les répercussions fonctionnelles des troubles de santé mentale varient d'une personne à l'autre en fonction de la nature du trouble, de son intensité, mais aussi des ressources de soutien disponibles. Il est important de souligner, on en a parlé tout à l'heure, qu'un traitement adéquat, comme la psychothérapie ou les médicaments, ainsi qu'un environnement de soutien, peuvent aider à atténuer ces impacts. Est-ce qu'il y a des questions, Claire ? Il y a des informations dans le chat. Pour information, les psychologues libéraux accrédités méthode ADIER ou ADOS, méthode recommandée par HAS, peuvent détecter les TSA. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Néanmoins, seul le médecin psychiatre peut prononcer les TSA avec ou sans déficience cognitive. Oui, c'est ça. Les psychologues n'ont pas vocation à poser un diagnostic. Le diagnostic de TSA est posé par un médecin, et notamment un psychiatre, effectivement. Pas d'autres questions. Ok, on continue. Donc, sur quelle posture adopter? Du coup, c'était une des attentes de ce webinaire. Alors, on ne peut pas faire cet exercice malheureusement parce qu'on n'est pas ensemble, mais je vous le présente quand même.
Euh, Vous avez plusieurs photos ou images euh, et je vous laisse imaginer, voilà, c'est pour introduire mon propos sur la posture, je vous laisse imaginer voilà, qu'on vous demande de choisir deux éléments parmi toutes ces images ou photos qui vous sont les plus chers. Donc vous en choisissez deux ou trois, peu importe, et on demanderait ensuite à une personne que vous ne connaissez pas forcément, qui ne vous connaît pas ou pas bien, de faire le choix pour vous de ce qui lui paraît le plus important pour vous. Alors, comment réagiriez-vous? Bon, on a une petite idée. On a déjà fait cet exercice nous-mêmes ou l'avoir fait faire. Ben, en général, la réaction, c'est la même, c'est-à-dire que, waouh, bah, d'une part, on me demande, moi, de choisir des choses que quelqu'un va choisir à ma place. Ben non. Et puis, d'un autre côté, on me demande, moi, d'identifier ce qui est le plus cher à la personne que j'ai à côté de moi. Ben, j'en sais rien, en fait. Je sais pas. Et c'est très compliqué de choisir. Bon. Euh, Tout ça pour introduire que la posture d'accompagnement qui est la plus prônée aujourd'hui et qui est celle avec laquelle il va falloir composer aujourd'hui parce que c'est une posture qui permet à la personne de se rétablir, à la personne qui est porteuse d'un trouble psychique de mieux se rétablir. C'est ce qu'on appelle la posture de rétablissement. Tout à l'heure, j'ai évoqué le processus de rétablissement, parce que le rétablissement, ce n'est pas qu'une posture, c'est aussi un processus. C'est-à-dire pour la personne, c'est le processus de se rétablir, hein. Je vous ai dit, la personne ne guérit pas de son trouble, jamais, mais elle se rétablit. Donc, elle peut alterner entre des phases, elle se rétablit. Eh bien, nous, en tant qu'accompagnants, la posture qu'on doit avoir, c'est celle du rétablissement. C'est-à-dire, c'est un changement de posture pour nous, pour soutenir le pouvoir d'agir des personnes. Autrement dit, alors c'est Luc Vigneault, québécois, qui est maintenant conférencier, qui est porteur d'une schizophrénie, qui dit, mais de même que Patricia Digan, qui est québécois, nord-américaine, je ne sais plus si elle est américaine ou canadienne, je crois canadienne, qui disent tous les deux, en fait, jamais rien sans nous. Et c'est ce qui leur a permis à eux deux de se rétablir. Patricia Digan, elle est devenue psychologue, elle a une schizophrénie. Et on lui disait quand elle était jeune, bah, de toute façon, en fait, tu feras rien de ta vie parce que tu as une schizophrénie. Donc, avec une schizophrénie, on ne travaille pas et puis surtout, on ne devient pas psychologue. Elle est aujourd'hui psychologue clinicienne. Et Luc Vigneault, il est conférencier. C'est le premier père aidant au monde, je crois, Luc Vigneault, qui fait beaucoup de conférences et qui, du coup, s'est rétabli d'une schizophrénie également. Leur mot d'ordre, c'est jamais rien sans nous. Euh, la posture rétablissement, c'est quoi? C'est jamais rien sans la personne et c'est un partage de savoir. C'est-à-dire que quand on accompagne une personne qui a un trouble psychique, eh bien, on a un partage de savoir, c'est-à-dire que nous-mêmes, en tant qu'accompagnants ou soignants quand on est en psychiatrie, mais nous, en tant qu'accompagnants, on a notre savoir, soit du soignant, soit de l'accompagnant. Mais on a aussi le savoir expérientiel de la personne. Et la posture rétablissement, c'est une alliance en fait entre les deux savoirs. La posture rétablissement, c'est définir des objectifs partagés, partagés entre la personne et nous. Il y a une notion donc de responsabilité partagée. Ça suppose donc d'être très au clair avec les objectifs du programme dans lequel on est, dans lequel on travaille. En psychiatrie, on parle de partenariat, là on va parler plutôt d'alliance. Le rétablissement remet l'usager et ses choix aux commandes de son projet, autour duquel vont se construire donc les interventions des équipes et ça permet de restaurer donc le pouvoir d'agir. Alors sur la posture rétablissement, du coup, il y a un changement de rapport entre les usagers et les accompagnants. Donc le sachant, c'est la personne accompagnée et la prise de décision lui revient. Alors
vous allez me dire, ouais, il y a parfois des risques. Oui, peut-être, mais le risque de quoi? Souvent, en tant qu'accompagnant, on veut être extrêmement bienveillant. Moi, la première, hein, il y a quelques années, je me disais, ah bah oui, mais si j'accompagne cette personne-là dans ce projet-là, ben, en fait, elle prend un risque énorme pour sa santé. Bah peut-être, et peut-être pas. Et peut-être que la personne a besoin de se confronter justement à ses limites pour accepter ses limites, pour accepter que, en effet, ben, il y a des limitations et je ne peux pas faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais pour ça, il faut que j'aille au bout de l'expérimentation de mon projet. On peut passer peut-être la petite vidéo? Non. Non. Bon, non, on n'a pas trop le temps. Juste, si vous avez l'occasion, Luc Vigneault, on avait mis une petite vidéo, mais c'est très court, hein, c'est jamais rien sans nous, pour illustrer que je suis une personne et pas une maladie. Voilà, Patricia Digan, de même, elle a mis ça en avant avec une fleur. Elle illustre ça par une fleur où bah, chaque pétale de la fleur illustre une composante de sa vie. Et en fait, la maladie, c'est un pétale. Et alors après, elle a plein d'autres pétales. Et je trouve que ça illustre bien que bah, la posture rétablissement, il ne faut pas perdre de vue que la personne, si on la compare à une fleur, elle a un pétale maladie, mais pas que en fait. Elle a plein d'autres choses. C'est aussi une personne bah, qui a peut-être une famille, qui a un métier, qui a des loisirs, qui a des convictions, qui a des valeurs, euh, qui a des projets, qui a des ambitions, etc., etc. Donc voilà, je vous invite à regarder les vidéos de Luc Vigneault, peut-être de Patricia Digan, qui illustrent bien bah, cette affaire que on n'est pas qu'une maladie. En fait, on est avant tout une personne et ne pas perdre de vue tout ça. Toujours sur la posture rétablissement, les composants du rétablissement, c'est illustré par les ailes. Alors, les ailes, c'est quoi? Alors, la posture de rétablissement, elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus global qui est celui de la réhabilitation psychosociale. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, on en parle beaucoup aujourd'hui. Je vous lis la définition du concept. Le terme de réhabilitation psychosociale renvoie à un ensemble d'approches, d'outils, de programmes, de démarches, de politiques de santé visant à aider les personnes souffrant de troubles psychiques à se rétablir, c'est-à-dire obtenir un niveau de vie et d'adaptation à la société satisfaisant au regard de leurs attentes. Plus simplement, la réhabilitation psychosociale, c'est un mouvement et des outils. Elle repose en tout cas, enfin ce concept repose sur l'idée que toute personne est capable d'évoluer vers un projet de vie choisi, sur l'ensemble des outils qu'on va utiliser au profit du projet de la personne. Et on va tout mettre en œuvre pour lever les obstacles qui se dressent entre la personne et son projet. La réhabilitation psychosociale se base toujours sur les capacités préservées des personnes et les utilise pour pallier au mieux les déficits de la personne. Euh, un exemple, alors peut-être vous en avez entendu parler, mais c'est celui d'une personne qui, alors je crois que c'est dans le sud de la France, une personne qui a été accompagnée par une personne qui était euh, pas très au fait en fait des troubles psychiques et quelque part tant mieux parce qu'elle a été assez, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais naïve dans le sens où elle n'avait pas d'a priori en fait sur le trouble psychique et elle a accompagné une personne qui était un peu délirante, qui avait des ambitions un peu démesurées, c'est-à-dire qu'il avait une schizophrénie, puis il voulait être pilote de ligne. Et en fait, cette femme, un jour, lui a dit, bah écoute, ok, tu vas être pilote de ligne. Bon, ça lui paraissait peut-être déraisonnable, mais elle s'est dit, c'est pas grave, c'est pas mon projet, en fait, c'est le sien. Je vais l'accompagner, on va aller dans un aéroport. Et donc, elle l'a accompagné dans un aéroport et la personne, en regardant vraiment concrètement bah, l'avion qui décolle, elle était peut-être jamais allée dans un aéroport, enfin, toute la responsabilité que ça demandait, elle a d'elle-même décidé que ah bah, peut-être ça va être compliqué. Ça va peut-être être compliqué. Par contre, en visitant,
Donc, il y a eu une visite de l'aéroport et de tous les postes. Elle a découvert la zone de bagagerie. Et en fait, elle a dit, bah, c'est là en fait que je veux travailler. Et c'est une personne aujourd'hui qui travaille justement dans un aéroport, mais alors plutôt dans les sous-sols, et qui gère les bagages des voyageurs, mais qui est extrêmement heureuse parce qu'elle a approché au plus près de son projet de vie qui la faisait rêver. Donc on voit bien là que l'autodétermination de la personne, c'est-à-dire que cette personne a récupéré du pouvoir d'agir, elle a eu un sentiment de liberté et de contrôle sur sa vie. Elle a pu se reconstituer une identité professionnelle, pas que de malade. Euh, le lien est important dans le rétablissement parce que la personne qui va rencontrer quelqu'un qui est porteur d'espoir, comme l'a été là, la personne accompagnante, c'est-à-dire que elle a été une rencontre signifiante en fait pour la personne accompagnée. Elle lui a donné de l'espoir en lui disant bah, ok, l'objectif il est partagé, c'est ça, on y travaille. Et puis avec vous, on va voir quelles sont les limites et la faisabilité. Et puis ça a permis à la personne de restaurer en fait le sens de sa vie. Voilà pour la posture rétablissement. On va passer à la slide suivante. Alors peut-être on va passer très vite dessus, mais c'est une slide qu'on a voulu intégrer parce que ça vous permettra en tant qu'accompagnant de bien vérifier si vous avez bien eu une pratique axée rétablissement. À vous interroger sur, à chaque fois que vous voyez la personne, est-ce que vous l'avez écoutée activement pour l'aider à comprendre ses problèmes de santé mentale? Est-ce que vous l'avez aidé à préciser ses objectifs personnels et établir ses priorités pour se rétablir et non ceux identifiés par vous-même, les professionnels? Voilà, c'est plein de questions à vous poser qui vous permettra de faire le point sur où est-ce que j'en suis dans ma posture rétablissement, dans mon accompagnement. Alors, il y a juste deux items où bah, ça s'adresse plus aux soignants. Donc là, on ne va pas sur ce genre de choses comme est-ce que j'ai discuté du genre d'intervention thérapeutique que veut la personne. Bon, là, en tant qu'accompagnant, emploi, formation, on n'est pas forcément concerné par ça. On verra après s'il y a des questions sur la posture. Je continue juste pour terminer. On a bientôt fini notre intervention, puis après on peut passer aux échanges si vous voulez. Il y avait des questions, des attentes sur qu'est-ce qu'on fait quand on est face à une personne qui est en situation de crise. Alors, moi, je vous ai remis les principes que faire en cas de crise, qui sont les principes A et R. Donc, A pour approcher la personne, évaluer, assister. E pour écouter activement, sans juger. R pour réconforter et informer. E pour encourager à aller vers des professionnels de santé mentale. Et de nouveau R pour renseigner sur les ressources disponibles. Cet aéré, en fait, il provient de la formation premier secours en santé mentale. Ce que je vous encourage en tant que professionnel à faire, c'est une formation équivalente au premier secours, en fait, mais vraiment ciblée sur les premiers secours en santé mentale. Donc la formation PSSM. Ce qu'il faut savoir, en tout cas, enfin, les conseils, les attitudes que je peux vous conseiller, qu'on peut vous conseiller d'avoir quand vous êtes face à une personne qui est en crise, c'est d'établir un contact. C'est très important. Deuxièmement, gardez votre calme. Enfin, écoutez sans juger. Accordez toute votre attention à l'autre. Laissez exprimer la souffrance, voilà, sans jugement. Parlez très doucement. Le calme, la douceur sont des mots d'ordre. Et puis, s'il y a une situation de crise aiguë, du coup, si la personne vraiment vous la sentez en grande insécurité, c'est bien sûr d'abord la sécuriser, vous sécuriser vous-même et puis faire intervenir les secours si besoin. Et enfin, ce qu'il est important de retenir en conclusion, donc une stabilisation ne veut pas dire guérison, comme on vous l'a dit. Une stabilisation, c'est un rétablissement, mais en aucun cas la personne ne guérit de ses symptômes, ils seront toujours là. Ce qui est important, c'est de considérer la personne dans son entièreté et pas que la maladie.
qui est important de retenir, c'est aussi que connaître le nom de la maladie ne donne pas la solution. Hein. On vous a décrit les retentissements fonctionnels et c'est là-dessus qu'on travaille. Ce qui est important de retenir, c'est qu'avoir une problématique de santé mentale n'entraîne pas forcément une situation de handicap, puisque la notion d'environnement est aussi importante, et que ce sont justement les facteurs personnels, environnementaux, humains, matériels qui peuvent influencer ou être à l'origine de l'apparition d'une situation de handicap, et que ça peut nous permettre, si on agit sur un facteur extrinsèque à la personne, de diminuer ou supprimer la situation de handicap. Et puis enfin, ne pas hésiter à prendre appui sur le réseau qu'on appelle experts, dont font partie nos services, si la personne effectivement a fait une démarche médico-administrative à une reconnaissance de travailleur handicapé. Un lien vers une vidéo témoignage, mais il est 11h17, donc vous pourrez avoir accès à ce lien puisqu'on va vous laisser accès à ce PowerPoint. C'est le témoignage d'une personne qui a été touchée par une bipolarité qui s'appelle, j'ai oublié son nom, c'est une femme, mais qui aujourd'hui est aussi œuvre dans le champ de la santé mentale, fait beaucoup de conférences. C'est Philippa Motte, pardon, et qui est française et qui voilà, explique. Elle parle beaucoup de comment les soins de santé mentale, donc les soins psychiatriques coercitifs, l'ont abîmée, en fait, et non pas, ne lui ont pas permis de se rétablir, bien au contraire, que c'est l'approche rétablissement qui lui permet de se rétablir. Aujourd'hui, elle est rétablie et elle est vraiment très intéressante à écouter aussi. Et voilà, on parlait d'espoir tout à l'heure, c'est une personne qui donne de l'espoir dans le champ de la santé mentale. Voilà, on vous laissera regarder. Et puis sur les ressources, bon, je te laisse. Ou je continue. Alors, sur les ressources, on vous a parlé du CREPSI, où il y a effectivement des journées thématiques, des conférences, des témoignages. Il y a un guide d'outils pour soutenir le rétablissement aussi. Donc, alors, j'ai voulu regarder la semaine dernière, il était en cours de refonte, donc on n'y avait pas accès. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une ressource intéressante. Et puis, il y a aussi le site Psycom, qui est une ressource extrêmement intéressante pour avoir des outils, des témoignages, des brochures sur la santé mentale. Notamment, j'ai vu qu'il y avait des personnes parmi vous qui travaillent en mission locale sur les jeunes et la santé mentale. On sait que les jeunes sont extrêmement touchés aujourd'hui par la santé mentale. Je crois que les arrêts maladie aujourd'hui qui touchent à la santé mentale sont majoritairement pour des moins de 30, enfin jusqu'à 35 ans. Et que les personnes au-delà de 40 ans, 50 ans qui sont touchées par la santé mentale ont moins d'arrêts maladie que les jeunes aujourd'hui. Donc c'est vraiment une question très importante. Sur Psycom, vous avez des annuaires locaux, vous avez aussi un lien vers le CREPSI, mais vers tous les centres ressources de la région, vers les groupes GEM, vers des outils de promotion de la santé mentale, voilà, etc., etc. Il est 11h20, on a terminé notre présentation. Merci de votre écoute. Et maintenant, il y voilà. avait peut-être des questions. Comment réussir à définir ensemble des objectifs quand ceux de la personne qu'on encadre changent d'une semaine à l'autre? Alors, sur les objectifs, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'effectivement, les objectifs qu'on détermine ensemble, qui vont faire alliance, ils peuvent bouger. C'est-à-dire qu'on peut avoir un premier objectif, par exemple, quelqu'un qui va intégrer un collectif, une action collective, qui a un trouble psychique. Le premier objectif, ça peut être intégrer un groupe. Voilà, ou reprendre un rythme. Ça peut être un objectif de travail. Mais au long de l'accompagnement, les objectifs peuvent changer. Parce que quelqu'un qui intègre un groupe pour, par exemple, travailler un projet professionnel, on peut imaginer que, et c'est plutôt, même ça donnerait de l'espoir, de se dire que, OK, le premier objectif, il est atteint, super, on en définit un autre. Parce que là, l'objectif premier est atteint, qu'est-ce qu'on se donne maintenant comme objectif pour continuer à avancer? Donc oui, ils sont changeants les objectifs.
Après, là, dans la question, c'est peut-être parce que la personne, elle est instable dans sa recherche d'objectifs. Alors, effectivement, ça peut être compliqué si ça change d'une semaine à l'autre. Il faut voir si c'est cohérent ou pas, parce que ça peut être parce que la personne avance rapidement. Mais si c'est pas cohérent, peut-être il faut renvoyer à la personne, bah là, le premier objectif, on l'a peut-être pas atteint. C'est peut-être un peu rapide de changer d'objectif. Ou alors, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un objectif à un autre? Et du coup, renvoyer à la personne que, il y a quand même une grande part d'indécision, justement. On parlait de difficulté à prendre des décisions. Bah, qu'est-ce que ça vient dire, en fait, chez la personne? Et de l'interroger là-dessus. C'est une piste. Quelle posture adopter envers une personne qui vient vers moi pour rechercher un emploi? Elle est diagnostiquée schizophrène affective, ayant arrêté son travail en ESAT du fait de son incapacité à travailler. Sa mise en danger. La valeur travail est très forte pour elle. Son équipe éducative m'indique ne plus la recevoir. Alors, qui a déterminé qu'elle était en incapacité à travailler en ESAT? Ouais. Il nous manque des éléments. Après, là, ça mériterait d'en échanger davantage. Qu'est-ce que c'est sa mise en danger? Enfin, mais surtout, c'est son incapacité à travailler en ESAT. Qui a statué de ça? Est-ce que c'est l'ESAT? Est-ce que c'est le médecin? Apparemment, c'est les encadrants de l'ESAT et son équipe Ok, éducative. ok. Donc, difficile de répondre à cette question parce que s'il y a des mises en danger, effectivement, ça peut être compliqué pour elle et pour le collectif. C'est peut-être pour ça qu'elle a été mise un peu de côté. Je ne sais pas trop quoi répondre à ça. On n'est pas au cœur de la situation, donc il n'y a pas de réponse toute faite. En fait, accompagner des personnes avec troubles psy, on ne l'a pas dit, mais c'est de la haute couture. C'est vraiment du sur-mesure et il faut vraiment avoir tous les éléments avec soi. C'est une personne qui travaille à France Travail qui nous dit ça, c'est ça? Point Point relais. relais en... Ouais. Rendu communauté. Mm. Après, les personnes schizo-affectives, on en accompagne dans le travail, hein. Tout dépend encore une fois des manifestations. Effectivement, si c'est une personne qui se met en danger ou qui met le collectif en danger, c'est peut-être ça. Il y a peut-être, parfois, il y a nécessité de retourner vers le soin aussi, hein. Je ne sais pas ce qui a été signifié à cette personne par les actes, mais parfois, il y a nécessité d'aller vers le soin quand il y a une trop grande mise en danger de soi ou des autres. Euh, Ça peut être ça la réponse momentanément. Ça ne veut pas dire que demain, elle ne reprendra pas un travail. Voilà, lui laisser de l'espoir quant à son devenir, ça c'est important de dire à la personne, voilà, aujourd'hui c'est comme ça ne veut pas dire que demain ça le sera aussi. Mais parfois, il faut retourner par la case soin quand il y a une trop grande mise en danger, en effet. Ce qui est difficile dans un cadre professionnel ou éducatif, c'est le déni de la maladie, mécanisme de défense actualisé dans le quotidien de la personne qui parfois entrave ou rend difficile l'accompagnement. Mm. Bah, oui, clairement, alors c'est pas une question, c'est un constat, mais c'est sûr que les personnes qui sont dans le déni, c'est difficile de travailler avec ces personnes-là. Quand il y a une acceptation, et c'est pour ça qu'on peut travailler avec des personnes qui ont eu une RQTH, parce qu'il y a déjà une première reconnaissance médico-administrative et médicale, puisque le dossier doit être instruit par un médecin psychiatre. Mais d'amener la personne vers ça, il faut repartir des éléments que vous avez à votre disposition pour faire un état des lieux, des difficultés rencontrées, de ce qui pose problème aujourd'hui dans l'avancée de la personne. Mais oui, le déni est une défense qui est très difficile à contourner. Alors, comment faire pour accompagner au mieux quelqu'un dans son projet pro, par exemple intégrer une formation
tout en ménageant un filet de secours si c'est un échec. Pour accompagner quelqu'un en mettant un filet de secours, en fait, le filet de secours, c'est l'encadrement, en fait, très souvent. Donc, ça veut dire communiquer parfois sur les besoins de la personne, sur ce qu'il peut faire, alors sur les besoins et aussi sur les signes avant-coureurs. Nous, ça nous arrive d'intervenir en formation ou en emploi, en sensibilisant ou l'entourage professionnel, enfin de proximité, ou bien les managers, pour dire, voilà, c'est quoi les signes qui peuvent être avant-coureurs d'une éventuelle crise, entre guillemets, ou en tout cas d'une éventuelle décompensation, et c'est quoi les aménagements à mettre en place. C'est un peu ça le filet de secours nous, qu'on met en place, c'est des aménagements et de la communication, souvent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question. Je repose ma question pour compléter ce que Greta avait dit précédemment. Je suis chargée de recrutement dans une association intermédiaire où nous nous voyons orienter de nombreuses personnes souffrant de troubles psychiques, notamment la schizophrénie, et nous nous retrouvons en difficulté pour les insérer dans le monde du travail, car certaines ne sont pas stabilisées, selon nous, et se retrouvent dans des situations difficiles à gérer pour bruit, relations hiérarchiques, etc. Comment les faire pour intégrer ces personnes dans l'emploi sans que cela les mette en difficulté ou que cela ne mette en difficulté nos clients? Risque de violence, menace. Alors, il y a plein de choses dans cette question. Alors, c'est vrai que les troubles qui ne sont pas stabilisés, c'est souvent compliqué en termes d'intégration socio-professionnelle. Donc, la stabilisation, elle est quand même essentielle. Nous, c'est un des critères, d'ailleurs, dans nos interventions dans le cadre des appuis spécifiques. Une des conditions de notre financeur, la GFIP, c'est quand même que les personnes soient stabilisées. Si elles ne le sont pas, c'est quand même plus compliqué. En revanche, euh, dans la posture rétablissement, on peut parfois être face à des personnes qui sont pas tout à fait stabilisées, c'est-à-dire qu'ils peuvent encore avoir des symptômes qui sont là, mais qui sont pas non plus qui se manifestent pas trop non plus. Euh, je voudrais réagir aussi sur la difficulté et le risque de violence ou de menace. Alors, je ne sais pas si vous avez des exemples concrets en tête, mais dans les schizophrénies, et oui, dans les schizophrénies, la violence, les menaces, en fait, elles ne sont pas si représentatives que ça. Ça, c'est souvent une image que l'on a et c'est justement un stigma. C'est que les personnes qui sont schizophrènes, elles sont violentes et elles sont menaçantes et voilà, on peut avoir peur d'elles. Statistiquement, elles sont plus souvent en difficulté par rapport à elles-mêmes que par rapport aux autres. C'est très rare qu'il y ait des accès de violence. Ça peut arriver, mais ça reste assez rare. Donc ça, c'est une représentation de la pathologie. Alors, il y a quelqu'un qui veut intervenir, peut-être? Oui, vous pouvez peut-être Madame ouvrir le Ragnaud? micro. Ouais. Ah, si je peux. Alors, Karine. Vous avez la possibilité de mettre votre micro, hein, je viens de vous donner la Ok. possibilité. Eh ben, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si on m'entend. Si. Si, très C'est bien, bon. Karine. Merci beaucoup déjà pour ce webinaire de grande qualité. C'est très clair, très fluide. Franchement, bravo. Moi, je voulais juste donner une petite information par rapport à la transmission ou la diffusion d'informations sensibles à des référents handicap d'organismes de formation. C'est pour répondre, je crois que c'était à Laura Dugreta, hein, ou je ne sais plus qui te posait cette question-là. Avec des référents handicap
des conseillers du service public de l'emploi et des éducateurs aussi du médico-social, on avait créé en 2021, pardon, une fiche de transmission d'informations dont le but est d'être remplie par la personne elle-même, mais accompagnée par son conseiller Mission locale, Cap Emploi ou France Travail. Et l'idée, c'est que cette personne puisse transmettre des informations au référent handicap de l'organisme de formation qu'elle va intégrer. Je sais que dans les services publics de l'emploi, cette transmission d'informations, on est sur des données très sensibles, mais là, l'idée, c'est que la personne remplisse avec son conseiller cette fiche-là, donc elle y met ce qu'elle veut, et que cette personne puisse donner cette fiche navette au référent handicap ou à l'organisme de formation qu'elle veut intégrer. Et ce document, il est libre d'accès sur le site du Cariforef dans la partie handicap et formation, c'est possible. Il est un petit peu compliqué à trouver. Il faudrait presque que je vous mette le lien dans le fil de discussion, mais encore faut-il que j'y parvienne. Je vais essayer de le faire. Mais sachez que normalement, dans la base de données de France Travail notamment, parce que je vois qu'il y a des personnes de France Travail qui sont présents, c'est David Marès qui avait intégré ce document dans votre base de données pour la transmission d'informations. Je ne sais pas comment elle s'appelle exactement cette base de données, mais en tout cas, par les référents handicap de France Travail, des missions locales et bon, bah, pas Cap Emploi, il n'y a pas de référent handicap, mais normalement, vous pouvez accéder à ce document. Merci. Merci pour cette précieuse information, Karine. Est-ce que d'autres veulent poser des questions? Ok, il est Il est 11h30. 11h33. On va peut-être s'arrêter là. On espère en tout cas avoir pu répondre à l'ensemble de vos questions et vous apporter des informations et que c'est plus clair pour vous le handicap psychique et surtout les répercussions. On vous remercie en tout cas pour votre présence. Merci beaucoup.